Bonjour à tous. Isoulani vous propose ce mois-ci de remonter le temps pour mieux appréhender les origines des peuples et des îles de la Méditerranée. À l'image de ces sites historiques que l'on trouve entre Sartène et Lévis qui comptent beaucoup de menhirs et de dolmens. Première étape de ce voyage dans le temps, direction la Sardaigne, plus précisément Taros, un site exceptionnel, l'un des plus fascinants que l'on puisse trouver en Méditerranée. Direction ensuite la cité antique de Ndina, l'ancienne capitale de Malte, bien avant la Valette. Puis retour en Corse, plus précisément autour des communes de Lévis et de Sartène, un territoire riche d'une histoire qui remonte à plus de 8000 ans. Enfin, nous porterons un regard sur les premiers habitants de l'île de Minorque aux Baléares. 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est une civilisation qui a érigé près de 1500 monuments. Il Capo San Marco en Sardaigne, c'est là que l'on trouve le site antique de Taros. Un site exceptionnel, véritable musée à ciel ouvert sur près de 4 hectares. Ce n'est pourtant que vers le XVIIe siècle que commencèrent véritablement les premières fouilles archéologiques. Époque vénitienne, empire romain, le patrimoine révélé sur place est riche de toutes ces périodes. Ce site antique occupe une superficie de 4 hectares au lieu dit Capo San Marco. Il est l'un des plus beaux et plus fascinants de la Méditerranée. Un véritable musée à ciel ouvert. Et c'est au XVIIe siècle que commencèrent les fouilles archéologiques avec la recherche de richesses funéraires. L'urbanisme est incroyablement visible. Les vestiges des maisons d'origine punique jouxtent les axes principaux de la viabilité romaine. Le basalte est visible partout, y compris dans la cour des maisons qui servaient d'espace affecté au travail du blé. 2 colonnes révèlent la présence d'un temple romain. L'une d'elles possède encore un chapiteau d'origine corinthienne. Elles sont le symbole du site. Elles ont été reconstruites au mi-temps du siècle précédent. Elles ne sont pas de l'époque romaine, mais bien plus récentes. Pourtant, ils essayent de reconstruire une scénographie monumentale qui doit correspondre à une zone dans laquelle, au temps romain, les colonnes devaient appartenir à des bâtiments publics. En empruntant le Cardo Maximus, du nom de la rue principale des villes romaines, trône sur la colline Sumuruman, un temple dédié à Démétra, déesse de l'agriculture. Il fut fondé par les Phéniciens et restructuré sous l'Empire romain. À proximité, les vestiges d'un tophée, lieu de sépulture ou de sacrifice des enfants et des petits animaux, constituent aussi une grande curiosité au même titre que le Castello Macoae, sorte de citerne quadrangulaire qui alimentait l'aqueduc et un complexe thermal. La présence des structures thermales était commune dans toutes les villes de la Sardaigne et au-delà. Ce sont les Romains qui ont construit l'aqueduc et les conduites, donc le système d'alimentation et d'évacuation. À l'époque punique, le seul moyen d'approvisionnement de l'eau était constitué d'une citerne alimentée par la pluie. À la pointe sud de la péninsule se dresse la Chiesa di San Giovanni di Sinis, une église byzantine, plus ancien sanctuaire chrétien de Sardaigne. Une splendeur dont il ne reste aujourd'hui de la construction originelle que la nef à coupole et le transept qui lui donne ainsi la forme symbolique d'une croix latine. La visite impose un passage au pied de la tour espagnole portant aussi le nom de San Giovanni, un vestige de l'époque aragonaise du XVIe siècle. Aujourd'hui, seul un tiers du site a été mis au jour. Les travaux de recherche continuent. Il reste encore beaucoup à faire. Deux universités se sont réunies, l'université de Bologne et l'université de Cagliari, pour un projet important de requalification de la nécropole méridionale de Taros et pour étudier la génétique de cette population, pour comprendre d'où elle venait et combien de traditions culturelles existaient dans la Taros phénico-punique.
À l'image de Taros, la Sardaigne possède un patrimoine archéologique l'un des plus importants d'Europe. La communauté sarde en a pris conscience et tout est mis en œuvre aujourd'hui pour mettre en lumière cette richesse infinie venue d'ailleurs. Lorsque l'on évoque Malte, on oublie trop souvent que La Valette ne fut pas la première capitale de cette île. Bien avant, il existait une cité antique du nom de Mdina qui a subi beaucoup d'influences à la fois architecturales et religieuses. Une cité antique qui, pendant toutes ces périodes, a régné sur les destinées de Malte. La Valette, la cité-forteresse, fondée par les chevaliers après le grand siège contre les Ottomans. C'est la capitale de l'île, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais bien avant La Valette, oui, c'était la capitale, c'était elle, Mdina, une petite cité aux ruelles étroites que les touristes visitent aujourd'hui à pied et surtout en calèche. Une promenade hors du temps pour s'imprégner d'un passé, d'une histoire tourmentée, une étape incontournable. Mdina a hérité d'un patrimoine qui mêle diverses influences architecturales et religieuses. Ils sont très peu à vivre ici, dans la Cité du Silence. À l'époque, il y avait une population qui était assez importante. À peu près 1000 personnes habitaient derrière les murs de cette ville. Maintenant, il n'y en a que 200 à 300 personnes qui habitent. On a des palais vraiment avec des styles d'architecture très très différents. Cette ville était la ville la plus importante de l'île pendant des siècles. Le style d'architecture le plus important, c'est ce qu'on appelle les sicolo-normands. C'est que les Normands ont construit en Sicile, par exemple à Palerme, on trouve ces mêmes styles d'architecture, et qui était aussi construit à Malte, parce que Malte était une extension de la Sicile jusqu'à l'arrivée des chevaliers en 1530. C'est un passionné, fin connaisseur du patrimoine et de l'histoire de Malte. Dominique Mikalev est intarissable sur les trésors de Mdina et aujourd'hui il nous conduit dans un lieu mystérieux, le couvent des Carmes. Ici, tout ramène au passé, un lieu de prière, de recueillement. Le temps s'arrête. C'est un autre type de musée, un musée vivant, un musée qui ne présente pas seulement des objets. C'est un espace dans lequel on vit avec différentes valeurs. Il fait partie de l'histoire, de la culture, également un certain style de vie. Un musée qui s'intéresse à toute la vie, avec les valeurs spirituelles, humaines et matérielles. Ici, ils vivent avec nous pendant plusieurs jours. Ils participent à notre vie de prière, de travail. Les gens viennent ici pour s'occuper de leur âme, se retrouver avec eux-mêmes et aussi avec Dieu. Mdina revendique les origines de la chrétienté maltaise. Reconstruite après le tremblement de terre de 1693, la cathédrale Saint-Paul est un édifice imposant, en plein cœur de la cité. Pour Mdina, l'arrivée des chevaliers a tout changé. Quand les chevaliers sont arrivés ici en 1530, tout de suite, ils ont préféré de s'installer dans le port, le grand port. Ils sont allés à Birgu, ce qui est aujourd'hui Vittoriosa. Et ensuite, après le grand siège de 1565, donc il y a exactement 450 ans, ils ont construit La Valette. Aujourd'hui, des remparts, on distingue au loin La Valette. Mdina s'est toujours protégée. Les envahisseurs ont été très nombreux. Les Arabes au IXe siècle, puis les Normands et les Espagnols.
le tremblement de terre a changé le cours de l'histoire. En 1693, avec le tremblement de terre en Sicile, cette ville était vraiment très endommagée. Et là, c'était est-ce qu'il fallait reconstruire la ville ou est-ce qu'il fallait laisser la ville? Grâce au grand maître portugais Emmanuel de Vilhena, il a pris la bonne décision de reconstruire cette ville. Même si son statut a changé, Imdina reste l'un des plus beaux sites visités chaque année par des milliers de curieux. Sur la colline centrale de Malte, les remparts de la cité dominent toujours l'île, une façon de rappeler son passé de capitale. L'histoire et des origines d'un peuple sont toujours très difficiles à cerner. En Corse, les premières traces d'implantation humaine font toujours débat. La richesse des sites historiques que l'on trouve ici, dans cette micro-région entre Sartène et Lévis, sont là, pour nous le rappeler. Des blocs de granit comme évocation d'un temps disparu. Nous sommes à Kaouria, commune de Sartène. Dans cet alignement, 2 menhirs sont armés. Ce mode de représentation est commun à tout le sud de la Corse. On est dans une période un petit peu troublée en Méditerranée, autour de 1200 avant Jésus-Christ, une période où on a énormément de conflits, des échanges dans toutes les îles méditerranéennes, des échanges de matières précieuses, des échanges de métaux. Et les statues menhirs de Kaouria sont le reflet, on va dire, de cette période un petit peu troublée avec l'émergence de guerriers au sein des communautés qui jouent vraisemblablement un rôle particulier. Mais cet aspect guerrier tend à disparaître. Les traits étaient bien plus marqués dans les années 60 lors de la découverte du site par l'archéologue Roger Grosjean. Pour la collectivité territoriale, propriétaire des lieux, la question qui se pose aujourd'hui est celle de la conservation. Dans les années 60, Roger Grosjean prend le parti de redresser ces monuments. Les reliefs, puisque ce sont des menhirs sculptés, apparaissent très lisiblement. On le voit sur les photos de l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une érosion qui se fait. Il y a les lichens qui jouent également un rôle assez préjudiciable en faisant éclater la peau de la pierre. Bientôt, ici, des facsimilés viendront remplacer les statues les plus érodées. Les authentiques seront exposés au musée de Sartène où sont conservées l'intégralité des vestiges de Kaouria. La conservatrice nous montre les pièces qui témoignent de la première sédentarisation insulaire, une histoire vieille de plus de 8000 ans. C'est la période qu'on assimile toujours avec la domestication des espèces végétales, la domestication des animaux, les premières maisons, la céramique, qui est une invention de ces populations, et sont des technologies qui arrivent dans notre région par la mer. Notre exploration préhistorique nous mène cette fois sur la commune de Lévis. Nous sommes toujours dans la vallée du Rizzanese et sur le site de Cucuruzu cette fois. Les premières traces d'implantation humaine sont plus récentes qu'à Kaouria. Ici, les hommes de l'époque sculptent moins de statues menhirs. En revanche, ils bâtissent des castedi. Kevin Pechkiligin y a réalisé des fouilles. La tour est le bâtiment le plus ancien. C'est une tour, une architecture typique du 2e millénaire dans le sud de la Corse. Elle a une structure en forme de tronc de cône et vraisemblablement elle servait d'une sorte de grenier fortifié pour les populations qui habitaient autour. Les céréales retrouvées sur place semblent provenir du plateau de Lévis. Le site fortifié a été en partie endommagé par la chute de ces rochers. Les gens qui occupent Cucuruzu au 2e millénaire avant Jésus-Christ sont très vraisemblablement des locaux qui ressentent le besoin d'établir une forteresse à cet endroit, sur le Piano, un endroit où on peut développer plusieurs activités, notamment agricoles et agropastorales. Vers le premier âge du fer, aux alentours de 800 à 600 avant Jésus-Christ, on se rend compte que la forteresse de Cucuruzu est peu à peu délaissée. Et tout autour vont se multiplier des villages où sont regroupés 6, 7, 8, 9, 10 habitations. Et au même moment, les gens qui occupent ces petits villages vont venir enterrer leurs morts sur le site de Cucuruzu qui va en quelque sorte se transformer en nécropole. Ce souci d'enterrer les morts, que les chercheurs associent généralement à des formes de conscience évoluée, est également visible à Kaouria. C'est ce que démontre le dolmen de Fontanace.
Il ne nous reste plus que le squelette de cette tombe. Il faut l'imaginer recouverte d'un tas de pierres qui permettait d'isoler un petit peu la chambre. Et également cette chambre pourvue d'une entrée qui était amovible, de façon à permettre le rajout de défunts. Le dolmen a été mis à jour par Prosper Mérimée au XIXe siècle. En pleine période romantique, la découverte donne lieu à des interprétations en tout genre. On sait pertinemment maintenant qu'il s'agissait de chambres funéraires et non pas de lieux de commémoration, de sacrifice ou autre. On a compris ces dolmens, on a eu l'occasion d'en fouiller d'autres par ailleurs. La Corse en recèle un certain nombre, celui-ci est l'un des mieux conservés, d'autres le sont aussi, notamment dans les Agriates. Au-delà de l'imagination débridée propre au romantisme, en soi, ces sites sont propices à l'interprétation. Ainsi, à Capula, près de Cucuruzu, la coexistence de vestiges préhistoriques et moyenâgeux amène à s'interroger sur la continuité de l'habitat. Ce squelette d'une femme ayant vécu durant l'Antiquité y a été découvert par François de Lanfranchi. Depuis le musée de Lévis, l'archéologue en appelle à la réouverture des chantiers de fouilles. Tous les vestiges de la préhistoire qui ont été identifiés dans la fouille de l'abri numéro 1 restent à découvrir. Donc c'est un site, il faudrait encore consacrer une dizaine d'années de recherche et nous pourrions avoir quelque chose d'assez exceptionnel parce que l'état de conservation me semble assez bon. Le chantier est vaste, rien qu'en Alta-Roque, 5 villages préhistoriques restent à fouiller. Quant à Kauria, les lieux ayant été occupés durant plusieurs millénaires, les spécialistes parlent d'un véritable laboratoire, comme un terrain de jeu pour les archéologues. On vient d'évoquer les premiers habitants qui sont apparus en Corse. Sur l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares, ils n'étaient pas très nombreux. Ces premiers habitants ont pourtant laissé les traces d'une civilisation particulièrement riche. Ils nous ont transmis une quantité impressionnante de monuments. C'était il y a 2000 ans, avant Jésus-Christ. Les premiers habitants de Minorque n'étaient pas nombreux, mais ce furent des géants dans les constructions qu'ils édifièrent. Des réalisations qui nous surprennent encore aujourd'hui, jusqu'à 1500 monuments de l'époque talaïotique, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ils font partie intégrante du paysage et s'offrent à la vue d'ensemble du peuple minorquin. Tout ce que l'on trouve ici, le moindre objet ou monument, même de simples tables, font partie du quotidien des habitants de Minorque. On a toujours cherché des origines, des explications à tout cela. Il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de toutes ces découvertes, ces monuments. Il y a même des chercheurs du XVIIIe siècle qui ont affirmé que c'étaient des tables conçues pour des géants. Ici, près de la plage de Sambou, les recherches et les travaux archéologiques se sont développés ces dernières années. Plusieurs équipes se succèdent et travaillent sur un site d'environ 7 hectares. C'est le chantier de recherche archéologique de l'époque talaïotique le plus important des Baléares. On trouve là tous les symboles de cette grande civilisation, tout ce qui a fait la préhistoire de nos îles. Cette maison, comme vous la voyez maintenant, était à l'origine totalement cachée par des monceaux de terre et de pierre. C'est en 2005, pendant l'été, que nous avons commencé à lui redonner vie, pour obtenir le résultat que vous voyez là. Cette association Amis du musée travaille bénévolement pour la défense du patrimoine culturel de l'île de Minorque. Une des actions emblématiques de cette association, c'est ce chantier initié en 2001 à la tour de Galmès. L'université américaine de Boston s'est intéressée à la culture talaïotique, une civilisation qui s'est développée aux Baléares pendant l'âge de bronze. Bien sûr, il y a d'autres chantiers de fouilles en Espagne. Mais la vérité nous oblige à dire que ceux de Minorque offrent le plus d'intérêt scientifique.
En plus, les conditions de travail sont idéales ici et on peut étudier l'archéologie dans son cadre naturel, très bien préservé. Personnellement, cela fait 3 ans que nous travaillons dans cet endroit précis. On a mis en place 3 projets en parallèle. On essaye de comprendre et d'analyser les règles sociales de cette civilisation. Comment ils géraient leurs espaces de vie, les maisons entre elles, la circulation générale dans ces villages, comment ils travaillaient et en quel lieu. Par exemple, comment travaillaient les différents artisans, comment ils s'organisaient entre eux, la gestion de l'espace. Les habitants à cette époque talaïotique vivaient dans des endroits comme celui-ci, à la tour de Galmès. Les premières communautés ont commencé à s'installer dans l'île de façon définitive aux environs de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Les ensembles les plus importants couvrent une période de 12 siècles, révélant de nouvelles conceptions de l'art de bâtir. Pour protéger et maintenir ce trésor inestimable, le Conseil de Minorque souhaite son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur les 1500 monuments recensés sur l'île, 32 ont été choisis parmi ceux qui symbolisent au mieux cette époque. On dit toujours « Minorque possède toutes ces pierres », c'est ainsi. Mais derrière cela, il y a tout le poids de cette préhistoire qui mérite vraiment toute notre attention. Il faut tout faire pour la préserver au mieux. Et si l'on obtient notre classification au sein du patrimoine mondial, cela voudra dire que l'on sera reconnu partout dans le monde. C'est une ambition légitime que nous revendiquons, on y croit. Et comme cela, Minorque ne sera pas simplement une destination touristique, mais que sa culture sera aussi reconnue. C'est essentiel à nos yeux. Cette année, le Conseil national du patrimoine espagnol doit décider si ce site de Minorque talaïotique sera la candidature espagnole pour 2017. Et c'est à Paris que tout va finalement se décider. Ces recherches ont mis à jour une quinzaine de constructions bien distinctes, comme les tombes souterraines, des passages secrets et tout un ensemble de réalisations talaïotiques. Des monuments en forme de tour qui étaient installés au centre des villages. Le rôle et la fonction de ces tours n'est pas encore très bien défini. Mais tout indique que depuis le haut, on avait une vue d'ensemble de tout ce qui se passait. On ne peut pas comprendre l'île de Minorque sans connaître l'histoire de ces tours. Leur forme naturelle, très spéciale, nous parle directement. Elles font vraiment partie de notre environnement, de notre territoire. Les plus grandes que vous voyez là affichent un diamètre de 32 mètres. Sans aucun doute, c'est un monument incontournable qu'il faut visiter, une référence. Les vestiges aujourd'hui parmi les mieux conservés, ce sont ces tables que l'on trouve uniquement à Minorque, les symboles de la culture talaïotique. Ces constructions faites avec ces 2 pierres monumentales occupent le centre. C'est le sanctuaire. Ce sont des édifices religieux où se déroulait toute une série de rites liés à la fertilité ou pour venir en aide aux personnes qui travaillaient dans les champs. La technologie nécessaire pour bâtir ce type de monument est bien connue. S'il fallait se baser sur un exemple, on prendrait celle qu'on utilisait pour l'édification des pyramides. En même temps qu'ils bâtissaient des maisons pour les vivants, les cercles, ces hommes de la préhistoire construisaient aussi des habitations pour les morts. La citadelle des Tudons en reste le meilleur exemple. Des constructions funéraires qui sont aussi les monuments les plus visités. C'est une construction funéraire collective, le meilleur exemple dans ce domaine. On a commencé les investigations à la fin des années 60. Ce qui a été découvert, c'est qu'une centaine de personnes ont été enterrées ici, toutes générations confondues, accompagnées de différents objets et reliques funéraires installés à leur côté. Cette Minorque préhistorique est fascinante. Les vestiges bien conservés permettent de voyager dans le temps, avec l'empreinte de l'histoire et le souvenir d'une civilisation millénaire,
Cette époque talaïotique symbolise un passage entre le passé et le futur et peut-être même aussi notre présent. Minorque sait offrir ses secrets, son trésor historique, à tous ceux qui désirent vraiment la connaître. Ce voyage au temps de la préhistoire prend fin. Isoula vous donne rendez-vous bien sûr le mois prochain pour d'autres regards sur les îles de la Méditerranée et ceux qui y vivent. À très bientôt.